C'est toujours un immense plaisir pour moi, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver pour votre émission Autour du thé. Alors ce matin, il sera question de santé. Nous parlons santé ce matin et c'est un sujet qui est assez tabou pour certaines couches de la population. Mais aujourd'hui, de commun accord, tout le monde sait que le cancer du col de l'utérus tue. Vous aurez le temps de découvrir notre invité juste après le jingle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Comme dit à l'entame de l'introduction, nous recevons ce matin le professeur Ibrahima Teguete. Il est gynécologue obstétricien et c'est avec lui que nous parlerons aujourd'hui du cancer du col de l'utérus au Mali. Bonjour professeur. Bonjour Balkissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le cancer du col de l'utérus? Merci Balkissa. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire un grand merci pour cette initiative de nous recevoir sur le plateau de Autour du thé pour parler d'une question de santé. Et moi, je ne remercierai jamais suffisamment les communicateurs sur les médias de large portée parce que quand nous parlons de santé, j'aime souvent le rappeler, les gens pensent automatiquement aux agents de santé. Maintenir la santé n'est pas notre première activité. C'est les sujets qui sont hors d'état de bonne santé qui sont notre premier champ d'intervention. La santé elle-même, maintenir la bonne santé, c'est le comportement du citoyen au quotidien qui permet de garantir cela. Et en matière de sensibilisation pour la bonne santé, il est assurément clair que vous avez un rôle très important à jouer. Et c'est pour cela que c'est toujours un grand plaisir pour moi de me prêter à ces différentes émissions pour faire passer des messages importants pour nos téléspectateurs. Alors, pour revenir à votre question, c'est quoi le cancer? Au point de vue médical, quand on parle de cancer, c'est ce que nous appelons habituellement une tumeur, une boule. C'est une augmentation de volume anormale aux dépens d'une partie du corps de l'individu. Globalement, c'est comme ça que ça se présente. Mais quand on parle de tumeur, de boule, il y en a deux grandes entités. Ce qu'on appelle les tumeurs bénignes d'une part et à leur opposé les tumeurs malignes ou cancer. Une tumeur bénigne qui n'est pas cancer, une boule qui n'est pas cancer, est caractérisée par le fait que cette boule va se développer au niveau d'une partie de votre corps et ça ne quitte pas cette partie-là. Vous pouvez prendre des comprimés, des injections, ça peut disparaître, ou on peut vous faire une chirurgie, ce qu'on appelle classiquement l'opération, pour l'enlever. La maladie guérit. C'est une maladie, mais eu égard à la facilité de son traitement, on l'appelle tumeur ou boule bénigne. À l'opposé, ce qu'on appelle un cancer, c'est une boule qui va se développer aux dépens d'une partie de son corps, mais qui a comme spécificité à partir de ce point de départ d'envoyer des ambassadeurs, des représentants un peu partout dans votre corps. Ce qu'on appelle, nous, dans notre classique, dans notre jargon, des métastases. Et ce sont ces boules-là qui sont capables d'envoyer des métastases, des représentants dans d'autres parties du corps qu'on appelle les cancers ou tumeurs malignes. Et lorsque cette tumeur se développe aux dépens du col de l'utérus, on parle de cancer du col utérin. L'utérus, c'est cet organe qui est destiné à abriter la grossesse pendant 9 mois et à expulser le fœtus quand il est à terme. Et son col, c'est sa partie qui fait protrusion dans le vagin, l'organe de la copulation. Et c'est cette partie-là qui est sujette à attraper le cancer
qu'on appelle le cancer du col de l'utérus, qui est dû aujourd'hui à un virus qu'on appelle le virus du papillome humain, VPH. Et on sait aujourd'hui que ce virus est la cause de la maladie sexuellement transmissible, l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde. On va y arriver. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer, c'est vrai que vous m'avez un peu marché sur la langue, comment attrape-t-on le cancer du col de l'utérus? Alors, comme je le disais tantôt, le cancer du col de l'utérus est considéré aujourd'hui comme une infection sexuellement transmissible. C'est la conséquence de l'infection du col par ce virus-là, mais surtout la persistance de cette infection au niveau du col qui donne le cancer. Fort heureusement, c'est un des rares cancers aujourd'hui qui est accessible à la prévention, au point que les institutions des Nations Unies en ont fait un objectif du développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'élimination du cancer du col de l'utérus. Et pour cause, parce que contracter l'infection par le virus du papillome humain ne veut pas dire avoir le cancer. Ce virus induit de petites anomalies au niveau du col qui ne sont pas du tout le cancer. Mais ces anomalies-là évoluent sur une durée de 10, 15, 20, voire 30 ans pour donner le cancer. En moyenne 15 ans au cours desquels, lorsque une femme bien informée sollicite les structures de santé pour demander le dépistage, on peut mettre en évidence ces anomalies, les traiter et bien suivi, le cancer ne surviendra pas. Bien entendu, ce virus, il n'est pas le seul problème. C'est la cause du cancer du col de l'utérus. Mais le virus ne suffit pas en lui seul pour amener le cancer. On dit qu'il est la cause nécessaire mais non suffisante. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui favorisent que le virus puisse persister et induire ces anomalies. Et entre autres, parmi ces facteurs, c'est la multiplicité des partenaires sexuels, les infections répétées, persistantes du vagin et du col, le fait d'accoucher un grand nombre de fois au-delà de 7 accouchements, le fait d'être malnutri et d'être immunodéprimé, que ce soit une immunodépression, maladie contagieuse comme le VIH, ou suite à des traitements exigeant cela, voici des facteurs qui vont créer le terrain pour que ce virus puisse induire les anomalies qui vont conduire au cancer du col de l'utérus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes cibles? Est-ce qu'il y a une certaine couche de personnes seulement ciblées par cette maladie-là? Ça, c'est une question extrêmement importante. Et elle est d'autant plus importante que dans notre contexte, quand on parle d'infections sexuellement transmissibles, la grande majorité des femmes pensent que ce n'est pas elles qui sont concernées. Mais il faut qu'on sache une chose. Toute femme qui a commencé les relations sexuelles doit se considérer comme potentiellement à risque de développer le cancer du col de l'utérus. Même si vous n'avez qu'un seul partenaire sexuel, vous pouvez avoir le cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi ces programmes de dépistage s'adressent à toutes les femmes. Bien entendu, classiquement, les adolescentes ne sont pas la cible du programme
Parce que ça, c'est une couche qui peut avoir facilement l'infection, mais la grande majorité de ces infections s'éliminent. Cependant, ceci doit être nuancé dans notre contexte. Pourquoi? Parce que nous sommes encore caractérisés par une sexualité précoce et une maternité précoce, avec un pourcentage non négligeable des femmes qui commencent déjà la sexualité dès l'âge de 14-15 ans. Et pour rappel, quand on prend les informations de l'enquête démographique et de santé au Mali, l'âge médian au premier rapport sexuel pour les femmes, c'est de 17 ans. Cela veut dire en termes clairs qu'à partir de, quand vous prenez les femmes au Mali, une femme sur deux a déjà commencé les rapports sexuels avant l'âge, au plus tard à l'âge de 17 ans. Alors, une femme qui commence à accoucher 2-3 fois avant d'avoir l'âge de 20 ans, cette femme-là aura les mêmes risques de développer le cancer qu'une femme qui est dans sa vingtaine, trentaine d'années. Et c'est ce qui a fait que dans notre contexte, le dépistage s'adresse à toutes les femmes de 20 ans et plus. Nous excluons les adolescentes, eu égard à leur âge et à la susceptibilité de cette couche-là. Mais souvent, quand on a des femmes mariées, 17, 19 ans, 20 ans, qui ont déjà une vie sexuelle accomplie, nous les incluons dans ce programme-là. Alors, vous êtes gynécologue obstétricien, je vais y arriver, gynécologue obstétricien. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel est l'état des lieux au Mali en matière de statistiques? Le cancer du col est très fréquent au Mali. Nous faisons partie des pays au monde qui sont considérés comme ayant les taux les plus élevés. Pour vous donner une petite idée simple, chaque année, environ 1400 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont recensés au Mali. Mais pire, chaque année, environ 1200 femmes décèdent de cancer du col de l'utérus. C'est une hécatombe. Et ceci ne doit pas être acceptable et ceci est inacceptable pour une maladie qu'on peut prévenir. C'est pour cela que la lutte contre le cancer du col de l'utérus est une des grosses priorités du département de la santé au niveau du gouvernement de la République du Mali. Et depuis 2001, le gouvernement est à pied d'œuvre pour organiser la riposte par rapport à ce fléau-là. Nous avons initié des projets pilotes pour mettre à disposition des tests simples qui permettent de dépister la maladie. Et je dois faire cette nuance-là. C'est très important de comprendre ce que c'est que le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le dépistage n'a pas pour but d'aller rechercher chez une femme l'existence ou pas du cancer. Non. Le dépistage s'adresse à une femme comme vous, en bonne santé apparente, qui ne se plaint de rien, d'aller investiguer au niveau de son corps pour s'assurer qu'il n'y a pas de petites anomalies qui, si elles ne sont pas traitées, vont évoluer au bout de 10, 15, 20, 30 ans pour donner le cancer du col. Et le Mali a été un pays au niveau duquel ces études pilotes-là ont été couronnées de succès. Et ça nous a amené au niveau du ministère de la Santé, la Direction nationale de la santé au niveau de la division santé de la reproduction, à introduire le dépistage du cancer du col de l'utérus dans ce qu'on appelle les politiques, normes et procédures en santé de la reproduction au Mali. En termes clairs, ceci veut dire que dans n'importe quelle structure de santé du Mali, à commencer par le centre de santé communautaire qui est la première structure de contact, jusqu'à l'hôpital universitaire, la pratique du dépistage du cancer du col de l'utérus doit faire office de loi.
tel que le règlement le stipule. Et depuis 2006, il y a eu la formation des formateurs pour toutes les régions du Mali. Et je peux vous assurer que l'activité existe dans une proportion non négligeable des structures de santé. Là où le hic est, c'est la communication pour le changement de comportement. Et c'est pour cela que je considère ces émissions, ces créneaux, comme une opportunité à exploiter pour que la grande majorité de nos concitoyens et concitoyennes puissent avoir cette information et adhérer au programme de dépistage. Alors, parmi les cas que vous recevez, est-ce des cas déjà à des stades déjà dépassés, ou sinon vous recevez le plus souvent des personnes qui sont à des stades, comment dire, préventifs ou pas encore Alors, au niveau de la maladie? C'est une excellente question. Quand on parle de prévention, cela veut dire que la maladie n'est pas là. Nous, on fait quelque chose pour que ça n'apparaisse pas. Et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent dans le cas du Mali. Dans tous les pays du monde, c'est ça la règle. Mais dans nos pays, on doit mettre un accent particulier. Et pourquoi? Chaque lundi, au CHU Gabriel Touré, notre rôle au niveau de l'unité de prévention et de prise en charge des pathologies du col de l'utérus, c'est de recevoir les femmes qui présentent un cancer du col de l'utérus et de voir qui peut bénéficier d'une chirurgie, qui ne peut pas bénéficier d'une chirurgie. Et tenez-vous bien, quand nous examinons 20 femmes, si nous avons la chance, c'est 1 ou 2 femmes qui peuvent bénéficier de la chirurgie, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement l'opération. Les 18 autres viennent à un stade tel que toute tentative d'intervention chirurgicale sera hasardeuse. En termes clairs, c'est ce qu'on appelle beaucoup de stades avancés. 80% des femmes sont vues à un stade au-delà des ressources thérapeutiques. Et il y a des gros soucis sur ce plan-là. Parce que quand on prend particulièrement la prise en charge du cancer du col confirmé, ça repose sur 2 grandes entités. La première entité, c'est la chirurgie. Ça consiste à ouvrir le ventre, à enlever tout l'utérus, à enlever la partie supérieure du vagin, à racler tous les ganglions qui vont être à côté des gros vaisseaux sanguins. Et quand on a la chance de pouvoir faire ça, cela ne veut pas dire que la femme est guérie pour autant. Il faut que la femme puisse bénéficier de ce qu'on appelle la radiochimiothérapie combinée. Depuis 2014, on a une unité de radiothérapie qui est vraiment une unité moderne. Mais l'ampleur du problème du cancer est telle qu'elle est insuffisante. En réalité, quand on prend les standards internationaux, il faut une unité de radiothérapie pour 1 million d'habitants dans un pays. Nous sommes entre 17 et 18 millions maintenant. Nous avons une seule unité. Et cette unité, normalement, ça prend en charge tous les cas de cancer. Et toutes les parties du corps de l'être humain peuvent souffrir de cancer. Et potentiellement, tous ces cas peuvent passer par la radiothérapie. À l'heure où nous sommes, cette unité ne peut pas gérer le problème du cancer du col de l'utérus seulement. Tellement on a beaucoup de cas. Ça, c'est un appel que je lance. Le gouvernement doit faire des choses, mais par ces temps qui courent avec tous les problèmes qu'il y a une nécessité de mobilisation nationale et qu'il y ait des particuliers, qu'il y ait des ONG qui se mettent dans la danse pour endiguer ce fléau-là, nous fournir des unités de radiothérapie et nous aider surtout dans la prévention des cas qui sont accessibles à la prévention. C'est par là qu'on pourra gagner le pari de la bonne santé dans les objectifs du développement durable.
Alors, vous parliez tantôt de sensibilisation, mais surtout de communication et de changement de comportement auprès des populations. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment se traduisent vos actions de sensibilisation sur le terrain? Je crois que ce n'est pas notre première fois, vous et nous, de parler de cette question de cancer du col de l'utérus. La communication est une entité importante dans la mise en œuvre des problèmes de santé. C'est pourquoi il y a un centre national d'information et de communication en matière de santé au niveau du département de la santé. Et quand vous prenez tous nos documents de politique et de procédures, la composante communication est une composante transversale. Il y a la communication de groupe et il y a la communication interpersonnelle qui normalement accompagne la prise en charge des patients dès le début jusqu'à la fin. Au-delà, devant des problèmes particuliers, il y a des réactions particulières. Par rapport au cancer du col de l'utérus, depuis déjà 2016, nous avons mis en marche un programme de lutte contre ce cancer-là, qu'on appelle le programme Week-end 70, dont le comité de pilotage est sous la direction du secrétaire général du ministère de la Santé, et la première dame de la République du Mali est la marraine de ce programme-là. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à toutes ces personnalités-là qui ne ménagent aucun effort pour appuyer ce programme afin que ces objectifs puissent être atteints. Le programme Week-end 70 a pour but, au bout d'une période de 3 ans, d'atteindre une couverture d'au moins 70% de la cible du dépistage du cancer du col de l'utérus. Et quand on a commencé ce programme, l'objectif, c'est à partir de Bamako, étendre cette expérience dans toutes les régions du Mali. Et depuis qu'on a commencé à Bamako, quand on a fait le bilan de la première moitié, la première phase, 18 mois d'activité, nous avons pu faire évoluer la couverture de moins de 15% à 42%. La deuxième phase a commencé le mois de juin dernier et au bout des 18 mois, nous espérons que nous pourrons avoir les 70% de couverture. Bien entendu, nous avons commencé déjà des négociations avec d'autres partenaires de la santé et de la reproduction pour que l'expérience de Bamako puisse être répliquée dans les régions. Médecins sans frontières est parmi ses partenaires, PSI International est parmi ses partenaires et le service de santé à grand impact de l'USAID Mali est parmi ces partenaires-là. Nous sommes en train de développer des stratégies pour que ce programme puisse couvrir tout le pays. Et ce programme accorde une place de choix à la sensibilisation. Parce que le gros problème, c'est faire en sorte que les communautés comprennent c'est quoi le cancer du col, en quoi est-ce que c'est grave et de quels moyens simples disposons-nous pour empêcher le développement du cancer. Et c'est ça que le dépistage du cancer du col constitue comme opportunité. Quand on fait le dépistage correctement, on ne peut pas avoir le cancer. Des principales leçons qu'on peut retenir de la première phase de ce programme-là, il y a une qui m'intéresse particulièrement. Quand on voit la couverture en fonction des tranches d'âge, on se rend compte que pour les âges compris entre 20 et 49 ans, on est au-delà, pour certaines tranches, on est au-delà de 50 voire 60% déjà. Ce qui veut dire que pour ces tranches-là, la couverture de 70% sera certainement atteinte. Mais le taux de couverture chute dramatiquement à partir de 50 ans. Et malheureusement, c'est une idée répandue, une idée noire répandue dans la population féminine. Vers la cinquantaine, ménopausée, les femmes ne fréquentent plus les services en charge de leur appareil reproducteur. Parce que une fois la maternité terminée, elles pensent que cet aspect doit être mis en berne. Malheureusement,
l'activité sexuelle qu'il y a eu pendant la période de jeunesse peut avoir ses conséquences qui se révèlent pendant la cinquantaine, soixantaine. Et quand on prend les programmes de dépistage, lorsque une femme fait son dépistage à une année X, elle doit reprendre 1 à 2 fois annuellement. Si elle est toujours normale, elle doit reprendre son test tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et si on prend cette stratégie, cela veut dire que normalement, les 100% des femmes de 50, 60, 70 ans doivent être déjà dépistées parce qu'elles auraient dû adhérer au dépistage à leur jeune âge, déjà vers la trentaine. Mais malheureusement, c'est le contraire chez nous. Et c'est pourquoi dans notre cas, le dépistage ne peut pas s'arrêter à l'âge de 65 ans seulement. Une femme qui a 70 ans, qui est en bonne santé, qui n'a jamais été dépistée, mieux vaut lui faire son dépistage une fois. Si elle est normale, elle peut quitter le programme. Mais elle doit le faire, sinon elle peut mourir de cancer du col de l'utérus. Et c'est inacceptable. En dehors du dépistage qui constitue la prévention secondaire du cancer du col de l'utérus, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est la vaccination contre le virus HPV. Ce vaccin existe aujourd'hui. Il est efficace. C'est bien sûr, il n'entraîne pas de conséquences. C'est un des vaccins les plus efficaces qui ait été jamais élaboré. Malheureusement, ce vaccin, il est cher. C'est pourquoi, pour les pays en développement, il y a ce qu'on appelle le programme Gavi, l'Alliance pour le vaccin, qui est là pour soutenir nos programmes. Et le gouvernement du Mali a tout mis en œuvre, a fait déjà des programmes, des projets pilotes pour la vaccination. Et nous sommes à pied d'œuvre pour qu'au cours de l'année 2020, que la vaccination soit une réalité dans notre pays. Mais, quand on parle de vaccin, il y a beaucoup de problèmes dans nos pays. Le gouvernement souvent fait beaucoup d'efforts. Même si on nous donne les vaccins gratuitement, malheureusement, il y a souvent des réticences et des rumeurs non fondées qui constituent de gros goulots d'étranglement qui font parfois qu'on ne peut pas atteindre les objectifs escomptés. C'est pourquoi je lance un appel. La vaccination pour un individu, c'est comme l'armée pour un pays. C'est l'armée, son rôle, c'est de faire en sorte que les éléments dangereux pour le pays puissent être saisis, les mettre en quarantaine ou les éliminer. La vaccination, ça consiste à introduire dans le corps de l'individu ce qu'on appelle des anticorps. En termes simplifiés, c'est comme si on donne des munitions à l'organisme. Le jour où il y a un agent dangereux qui arrive, ces munitions sont là pour détruire. L'organisme donne des coups de fusil directs et il détruit les microbes. Aucun pays. S'il vous plaît, je veux vous arrêter pour que vous nous précisiez quelque chose concernant le vaccin. Vous dites que le cancer de l'utérus aujourd'hui est une maladie sexuellement transmissible. Alors, est-ce que les hommes aussi doivent se faire vacciner par ce vaccin-là? Scientifiquement, aujourd'hui, c'est prouvé. Dans les programmes qui ont déjà été mis en œuvre, on vaccine et les filles et les garçons. Et c'est vraiment efficace. Parce qu'il y a globalement 3 types de vaccins. Et les types dits quadrivalents, nanovalents, qui ont 4 types d'anticorps ou 9 types d'anticorps, c'est ça les quadrivalents, nano et les nanovalents. Ces types-là protègent non seulement contre les lésions qui précèdent le cancer du col et le cancer du col, mais préviennent également ce qu'on appelle les verrues génitales, qui ne sont pas des cancers, mais qui donnent des maladies au niveau de l'appareil génital qui sont parfois insupportables. Il y a un troisième type de vaccin qui est bivalent et qui contient 2 types d'anticorps qui prévient lui contre les lésions qui précèdent le cancer et le cancer lui-même. Et ces vaccins sont validés par les institutions à l'échelon international pour l'utilisation chez les filles. Au début, c'était des filles avant les rapports sexuels, entre 9, 13, 14 ans. Mais aujourd'hui,
On sait scientifiquement que le vaccin est efficace entre 9 et 26 ans. Et on sait que même si la femme a commencé des relations sexuelles dans cette tranche d'âge-là, quand elle bénéficie de la vaccination agit de façon efficace. Nous avons aujourd'hui des armes très efficaces pour lutter contre un fléau à l'échelon international, mais particulièrement dans nos pays. Nous devons tous y adhérer. Et il faudrait que la communauté soit bien informée pour que ces programmes soient couronnés de succès, afin d'améliorer tout simplement la santé de nos femmes, qui sont les piliers de notre foyer. On est pratiquement au terme de cette émission, professeur. Alors, vous êtes gynécologue obstétricien. Vous faites face à beaucoup de situations. Souvent, on a eu à discuter de certains cas hors antenne. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces femmes-là qui ont peut-être peur de se faire dépister tout simplement à cause de certains paradigmes arrêtés? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à leur dire? Le message, il est simple. La prévention du cancer du col est une réalité. Vous avez une maladie qui est si dangereuse que ça peut vous tuer. Et face à ça, vous avez une stratégie simple qui ne fait pas mal, qui utilise des moyens très simples pour empêcher que vous ne contractez pas cette maladie. Il faut y adhérer. Il ne faut pas écouter les dictons, les rumeurs. Ça, c'est un gros problème dans notre pays. Et là, chaque fois qu'on a besoin d'informations, mieux vaut s'adresser à un agent de santé bien formé qui vous donne la vraie information. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, malheureusement, ce n'est pas toujours utilisé à de bonnes fins. Et il faudra faire la part des choses. Alors je dis que toutes nos femmes, nos mamans, nos grands-mamans, qui sont la cible du dépistage du cancer du col de l'utérus, puissent aller se faire dépister. Et Inch'Allah, dans un an, lorsque nous aurons la vaccination, qu'on ne tergiverse pas, qu'on adhère à ce programme, qu'on vaccine tous nos enfants rapidement, pour qu'en 2030, on dise que le cancer du col, c'était une histoire pour le Mali, mais que cette histoire puisse être écrite avec des lettres d'or pour dire que l'expérience de la liste contre le cancer du col au Mali est une belle expérience. Voici le vœu ardent que je nourris et je sais que nous avons le soutien de nos autorités, la première dame que je ne saluerai jamais suffisamment, mais surtout le département de la santé avec à la tête du comité de pilotage le secrétaire général du ministère. Mais je n'oublierai pas les femmes laborieuses qui nous suivent dans ce combat. Sans elles, nous ne pourrons rien faire. Les sages femmes, elles sont le pilier de ce programme-là et nous comptons sur elles et elles n'ont jamais failli à leur mission. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat-là. Ça, c'est mon mot. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir reçus et surtout merci pour toutes ces informations et éclaircissements. C'est donc ici que prend fin cette émission, fidèles téléspectateurs. En tout cas, on espère que vous avez pu comprendre beaucoup de choses liées bien sûr au cancer du col de l'utérus. Le professeur l'a dit, allez vous faire dépister pour être pris en charge à temps. Au revoir et à la semaine prochaine.